Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce regard croisé. 19 mars, ça va nous mettre, je pense, en énergie pour cette semaine qui démarre sur un thème très important, remettre du cœur dans l'économie, avec deux invités de marque. Et je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux ici et aussi derrière votre écran à suivre ce regard croisé. Cécile Renoir, bonjour. Bonjour. Et Philippe Zawati, bonjour. Bonjour Céline. Les regards croisés, un petit mot, c'est une rencontre croisée, c'est le cas de le dire, organisée par la Hard Leadership University. Et le but, c'est de faire se rencontrer des autrices, auteurs, dirigeants et dirigeantes qui vont nous exposer leurs pensées, mais aussi leurs engagements concrets. Et le livre donc, joue une place très importante. C'est pour ça que je suis ici. Je suis Céline Mas, je suis cofondatrice d'une start-up sur les livres qui promeut la lecture pour mieux vivre, pour mieux travailler, par l'innovation notamment. Je voudrais vous parler aussi de la Hard Leadership University, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas avant de démarrer. C'est une association d'éducation qui a pour but de renouveler les imaginaires du leadership et de favoriser l'expression de l'intelligence du cœur, on en a bien besoin, en pratique, pour préserver notre humanité face aux défis de ce siècle qui sont nombreux et amples. La Hard Leadership University propose des parcours de transformation pour dirigeantes et dirigeants, du cœur aux actes, fait également de la recherche appliquée, recherche empirique. Vous trouvez de nombreuses ressources sur le site et met l'intelligence du cœur en pratique dans les entreprises. Je voudrais maintenant vous parler de nos deux invités qui ont des parcours très riches, très variés, avec un regard, j'ai envie de dire, multifacette sur le sujet que l'on va évoquer aujourd'hui. Je voudrais présenter d'abord Cécile, donc Cécile Renoir. Cécile, vous êtes diplômée de l'ESSEC et de l'EHESS, docteur en philosophie politique. Vous êtes professeure de philosophie au Centre Sèvres. Vous êtes enseignante à l'École des Mines de Paris, à l'ESSEC. Vous êtes également directrice scientifique du programme de développement CODEV, Entreprise et Développement de l'Institut ESSEC Irénée, où vous étudiez, ça c'est très important pour notre sujet, la mise en œuvre par les acteurs privés de leurs responsabilités éthiques et politiques. Vous êtes également présidente du campus de la transition, créé en fin 2017, pour former à des modèles économiques cohérents à la transition écologique et sociale dans les territoires. Et aussi, et ça c'est une mission dont on reparlera sans doute, pour contribuer à influencer les programmes, les cursus de l'enseignement supérieur. Vous avez écrit de nombreux livres, très très beaux livres, et notamment un qui va nous inspirer beaucoup aujourd'hui, que je montre ici, qui s'appelle le Manuel de la Grande Transition. Alors c'est un collectif, sous votre direction, également Rémi Beau, Christophe Goupil et Christian Koenig. Vous allez nous en parler avec une préface de Jean Jouzel, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Maintenant, Philippe Zawati, pionnier de la finance durable, vous dirigez la société de gestion Mirova que vous avez créée, fondée en 2014 au sein du groupe Natixis pour mettre l'investissement responsable au service de la transition environnementale et sociale. Vous êtes très attentif, et on le voit dans bon nombre de vos actions et prises de position aussi, à faire de la place de Paris l'un des leaders d'une finance verte et plus juste. Vous êtes membre d'un groupe d'experts de très haut niveau sur la finance durable, HLEG, de la Commission européenne, qui pose les bases de la régulation européenne en matière de finances durables. Vous nous en parlerez également. Après le sommet pour un nouveau pacte financier en juin 2023, vous avez été nommé membre expert également du panel consultatif international sur les crédits de biodiversité, coprésidé par Sylvie Goulard en France et également par Dame Amelia Fawcett au Royaume-Uni. Vous contribuez aussi au débat politique et vous vous engagez beaucoup pour la transformation du système économique et financier. Vous êtes administrateur également de WWF France et du mouvement Impact France. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont alors l'un que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Discours sur l'état de l'Union. Et fin 2023, un livre très intéressant, très original aussi, La finance face aux limites planétaires chez Actes Sup. Et c'est un entretien avec un philosophe qui s'appelle Dominique Bourg. Voilà, des parcours très riches, comme on vient de le voir. Et maintenant, je voudrais démarrer par un thème qui est essentiel, le cœur et l'économie des dimensions réconciliables. Point d'interrogation. Parce qu'on se pose cette question, on est très nombreuses et nombreux à se la poser. Au fond, est-ce que réinjecter le cœur dans l'économie, c'est une utopie? Est-ce que c'est vraiment possible? Et surtout, comment on s'y prend? Et je commence avec vous, Cécile. Parce que dans le manuel de la transition, de la grande transition, vous nous invitez, et ça, je pense que c'est essentiel parce que beaucoup de gens aussi se désespèrent et attendent des solutions qu'ils ne trouvent pas. Vous nous invitez à ne pas nous laisser aller à la fatalité du monde, aux menaces du monde. Et j'aimerais vous poser cette question pour démarrer. Où puisez-vous vos forces vives et l'enthousiasme dont vous disposez ?
C'est pas une question qu'on me pose très régulièrement, mais je me disais que finalement, la capacité à se sentir relié est peut-être ce qui m'anime, et outre un tempérament qui va plutôt de l'avant. Et je pense que cette capacité-là, alors elle est liée, bon, d'une part à ma foi, je pense, voilà, je suis chrétienne, et je pense que de puiser à des sources spirituelles qui peuvent être diverses, voilà, aide, en tout cas ça m'aide énormément. Et puis il y a une attitude qui avait été exprimée par le pasteur Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant allemand, qui a participé à la résistance et à un complot contre Hitler, et qui a, en fait, qui a passé les 2 dernières sa vie en prison avant d'être pendu par les Allemands en 1945. Et Bonhoeffer était quelqu'un qui était à la fois théologien, pasteur, et il parlait de la polyphonie de la vie, c'est-à-dire la capacité à regarder l'ensemble des dimensions de nos existences. Il disait par exemple, quand des bombardements ont lieu sur Berlin, il était dans cette prison, il dit « si je ne regarde que moi, je ne suis que peur, et en revanche, si je commence à me dire il y en a d'autres qui ont peur à côté de moi, ça change tout ». Et finalement, il a donc cette très belle expression de polyphonie de la vie. Et je crois que ça m'habite beaucoup comme effort pour essayer justement de faire droit à différentes dimensions, et que ça donne vraiment du courage et de la force. C'est beau cette idée de polyphonie de la vie. Il y a un sujet, j'aimerais vous poser des questions sur la foi, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Dans le manuel de la grande transition, il y a aussi un sujet qui est très important, c'est la définition des termes. Parce que lorsqu'on emploie des mots aujourd'hui parfois galvaudés, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, dans les médias, on ne sait plus tellement à quoi on fait référence. Et d'ailleurs, Philippe aussi, dans l'ouvrage, vous parlez de la jungle lexicale des mots, sujet auquel je suis très sensible. Est-ce qu'on pourrait dire, Cécile, que le fait de projeter finalement sur des mots comme la finance, le cœur, l'économie, la responsabilité, des définitions différentes, pourrait expliquer une partie du malentendu dans lequel on est plongé, et notamment les dirigeants et dirigeantes? Oui, c'est-à-dire que derrière les définitions et les mots, il y a des représentations qui peuvent être extrêmement variées et parfois en tension, voire contradictoires, sur ce qu'est, par exemple, le développement durable. Je pense que ça a été un mot qui a été... on en parle encore avec les objectifs du développement durable, beaucoup. Depuis 1987, ce mot il a été utilisé de toutes parts. Alors on peut dire d'un côté c'est une bonne chose, et puis de l'autre, c'est aussi, ça peut être repris du côté du grand récit néolibéral, comme ça peut être pour certains l'instrument d'un effort pour transformer de l'intérieur des institutions avec une vision beaucoup plus exigeante. Et effectivement, du coup, la question, c'est de se dire de quoi on parle, comment on définit les termes, mais derrière, comment on se rend compte qu'il y a des visions, justement, de l'articulation entre l'économie, la société et la nature, le monde, le cosmos, on pourrait dire, qui peuvent être très divergentes. Philippe, peut-être un rebond là-dessus, puisque vous en parlez également sur la définition des termes. Oui, enfin, c'est sûr qu'on utilise des mots pour essayer de définir des concepts. Mais enfin, bon, on voit bien que les mots changent tout le temps, quoi, donc, et les concepts changent avec. On a parlé de finances durables, d'ISR, d'impact. On a beaucoup parlé d'ESG ces dernières années, environnemental, social, gouvernance. Aujourd'hui, ESG, par exemple, c'est devenu un gros mot aux États-Unis. Mais quand je dis un gros mot, c'est un très très gros mot. C'est-à-dire que si vous le dites, vous êtes exclu d'emblée de la discussion, quoi. Donc, enfin, d'une partie de la discussion. Donc, vous voyez que quelquefois, on s'accroche à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, à la fois, c'est extrêmement important d'utiliser les mots. Je ne vais pas dire le contraire, parce que bon, à travers l'écriture, c'est ce qu'on fait en permanence. On essaie d'utiliser les mots pour dire les choses. Et en même temps, la simplification des concepts à quelques lettres et à quelques mots est très souvent contre-productrice, en fait. Et donc, en fait, les mots sont un bon outil pour décrire la complexité, pas pour la simplifier, je pense. Oui, absolument. Très intéressant. J'aimerais avoir vos 2 points de vue sur les liens entre le cœur et l'économie, qui est notre sujet aujourd'hui directeur. Oui, alors ce qui me vient là, c'est ce qu'on a appelé pour le manuel de la grande transition. On va parler de grande transition, et un peu en écho de l'idée de grande transformation qui a été développée par Polanyi en 1949, si je ne me trompe pas, dans la publication de son ouvrage, donc intitulé comme cela, et avec cette idée de promouvoir une vision de l'économie qui soit intégrée ou encastrée
dans la société et dans le cosmos. Et il me semble que quand on dit ça, ça veut bien dire, et d'ailleurs il y a le mot oikos dans économie, justement la question des liens. Et finalement, ce qui relie sans doute le cœur et l'économie, c'est ce souci de la juste relation entre l'économie, la société tout entière et la planète, et l'état de la planète. Et donc, c'est de relier les choses et de faire en sorte que cette économie, elle est faite pour être au service à la fois c'est de la production, de la consommation, les conditions d'un vivre ensemble matériel de qualité. Mais du coup, on voit bien aujourd'hui combien ça devient de plus en plus contradictoire avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, sur paraphrase Hans Jonas, cette idée que en fait, l'économie peut devenir le contraire. Et donc le cœur, c'est ce qui va nous permettre peut-être de réencastrer justement l'économie dans le social et dans l'écologie, on pourrait dire. Philippe, sur le même sujet. Bon, je vais vous faire redescendre sur Terre, enfin, je veux dire, descendre de 3 crans. J'ai du mal à vous définir ce que ça veut dire le cœur en économie, en finance, très franchement, et même pour moi. Enfin, je suis peut-être beaucoup trop lié à la réflexion et au cerveau pour essayer de faire intervenir le cœur. Mais déjà, à l'intérieur même du cerveau, déjà, je pense qu'on peut utiliser la réflexion de façon très très différente. Et donc, je pense que c'est assez, peut-être pas tout à fait la bonne façon de faire que justement d'opposer une économie qui serait une économie de l'intelligence, du cerveau, de la réflexion, avec une économie qui serait celle du cœur et qui serait la bonne façon de voir les choses. La réalité, c'est que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement une économie qui est devenue beaucoup trop, enfin une finance notamment, une économie qui sont emballées en fait, en quelque sorte. C'est ce qu'on essaye d'expliquer un peu avec Dominique dans le bouquin, c'est cet emballement complet ces quelques dernières décennies. C'est pas un emballement réfléchi en fait. C'est un emballement un peu subi en quelque sorte. C'est le fait de vouloir aller de l'avant, de vouloir faire toujours plus, de vouloir accélérer. Et donc c'est des choses qui sont quelquefois très positives, qui amènent à cet emballement-là. Et donc aujourd'hui on a besoin de se calmer, de redescendre. Alors si c'est ça le cœur, si c'est ça reprendre en quelque sorte un petit peu son souffle, respirer, essayer de ne pas être dans l'emballement permanent, alors là oui, là effectivement ça peut avoir du sens. Ouais. Vous dites, je reviens à vous après, vous dites c'est un emballement qu'on a parfois subi. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que ça c'est intéressant. Pourquoi on l'aurait subi? On n'est pas décisionnaire finalement de cet emballement? En fait, il y a une, on est poussé par un souffle, une puissance d'action et de vie, en fait. Je pense que, et pour moi, je ne fais pas trop la différence au démarrage, au point de départ, entre celui qui a un souffle, une puissance de vie pour faire en sorte que, du trader qu'on voit dans Wall Street à la fin des années 90, et de celui qui agit pour la finance durable aujourd'hui. Je sais pas... J'arrive pas à dire que l'un est synonyme du mal absolu et l'autre du bien absolu. J'y crois pas beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, on est confronté à un environnement, une situation. Moi, quand j'ai fini mes études à la fin des années 80, faire de la finance, c'était ce qui paraissait le plus génial, le plus top. Je n'étais pas plus mauvais que je suis aujourd'hui. Mais j'avais envie de ça parce que c'était là où il y avait un souffle de vie, oui, une capacité de voir, d'être au cœur des choses, d'agir, de faire des actions qui sont marquantes. Et c'est qu'ensuite qu'on se rend compte que potentiellement ça va dans le mur. Enfin, moi, il m'a fallu très longtemps pour y arriver à réfléchir. Et il faut des crises pour ça, en fait. Ah oui, et quelle crise vous a... Moi, c'est la crise 2007-2008, évidemment, qui a été un moment clé, un moment charnière, où je me rends compte qu'effectivement, cette énergie que j'avais déployée, qui est positive, en fait, au début, en fait, au sens premier du terme. Cette énergie que j'avais déployée pendant 20 ans pour faire de la finance aboutissait à nous emmener dans le mur et à être extrêmement contre-productive, voire dangereuse. Et donc, la crise incite à se dire deux choses. Soit la déprime, en disant finalement, toute cette énergie que j'ai développée ne sert à rien, donc j'arrête, je me pose, j'abandonne, quoi. Ou alors, est-ce qu'il y a un moyen de transformer cette énergie en quelque chose de différent?
Et donc ça a été un petit peu ça, un peu la réflexion, et ce qui m'a mené à faire ensuite de la finance différemment, parce que c'était tout ce que je savais faire plus ou moins, quoi, en fait. Voilà. Mais juste pour dire qu'effectivement, cette canalisation de l'énergie qu'on a vers quelque chose qui est positif et pas quelque chose d'évident. C'est peut-être ça que vous appelez, ou qu'on peut appeler le cœur. Intéressant. J'aimerais vous entendre, Cécile, maintenant peut-être sur ce processus un peu d'alchimie dont parlait Philippe, et puis que vous nous parliez un petit peu du livre aussi, Manuel de la grande transition, parce qu'il y a une approche qui est absolument passionnante, c'est les portes. Vous allez nous parler des 6 portes, et du fait aussi qu'on peut lire ce livre, et c'est très rare, dans des ordres différents. Et donc ça, c'est laisser une liberté au lecteur prodigieuse, très, très féconde. Donc peut-être rebondir si vous le souhaitez, et puis nous parler des portes. Oui, mais en entendant Philippe, ça m'amusait parce que moi-même, je me souvenais qu'à l'ESSEC, je n'aimais pas du tout la finance. Et que donc, on est différents parce que c'était vraiment pas ça qui me faisait me lever le matin. C'est bien le contraire. Mais donc, moi non juste plus, pour dire que je reviendrai dessus. Que ce qui nous mobilise dans nos vies, dans nos engagements professionnels, associatifs, etc., il y a des choses très différentes. Et du coup, ça peut rejoindre cette idée des portes, parce que donc l'origine du manuel, c'est la demande qui a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur il y a 5 ans à l'équipe du campus de travailler à l'écriture d'un socle commun de connaissances et compétences pour la grande transition. Donc en reliant aussi les questions donc, écologiques, économiques, sociales, culturelles, politiques, etc. Et puis voilà, on nous renvoyait le fait que nous étions à la fois hors système et puis un bel écosystème d'enseignants-chercheurs de différents horizons. Donc on a pu réunir 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Et au point de départ, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va réussir justement à essayer de nous aider les uns les autres à faire un pas de côté par rapport à la discipline de base de chacun, pour prendre les choses peut-être différemment et puis surtout être vraiment en lien avec les problèmes tels qu'ils se posent concrètement aujourd'hui de transformation de nos sociétés. Et du coup, nous avons joué avec donc, ce qu'on a appelé 6 portes, qui sont 6 axes de questionnement complémentaires. Alors que on a pris par souci mnémotechnique, on a pris les mots qui sont dans économie et écologie, donc oikos, nomos et logos, et puis nous avons rajouté ethos, praxis et dynamis. Alors je les reprends dans l'ordre du manuel, mais effectivement l'idée c'est de pouvoir naviguer d'une porte à l'autre. Alors oikos, c'est le diagnostic, c'est ce qui se passe voilà, sur la planète Terre, le système Terre, avec les enjeux en termes de sciences du climat, biodiversité, sciences du vivant, de l'ingénieur du coup, et puis la question du monde en commun que nous avons, dont il nous faut prendre soin. Ce qui amène à la deuxième porte qui est la porte ethos. Alors, si on reprend la formule de Paul Ricoeur, le philosophe qui était un tempérament aussi conciliateur, donc qui relie différents courants philosophiques, la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, c'est se dire que veut dire bien vivre, le buen vivir des latino-américains, dans des institutions justes, ou comment est-ce qu'on décrypte des injustices institutionnelles au regard de ce diagnostic. Et tout ça nous conduit à la porte nomos, qui est la question des règles du jeu, des métriques, des instruments de gouvernance, donc tout ce qui nous occupe quand on parle d'économie, de finance. Voilà. Est-ce que les métriques sont les bonnes? Est-ce qu'il ne faut pas changer la question, les normes comptables? Et voilà, je donne cet exemple parce qu'il est absolument décisif par rapport aux transformations opérées. Donc nomos, cette question des règles, elle nous amène aussi à la porte logos. Logos, c'est les récits, les imaginaires, parce que je pense que nous faisons tous l'expérience, et pour ceux qui ont des enfants ou qui sont des éducateurs, on sait qu'avec les enfants, pas juste, il y a des obligations, des interdits à poser, mais ça ne suffit pas à faire bouger. Et collectivement, il nous faut nous embarquer avec des récits d'un futur. Pas seulement, il y a le futur probable, qui n'est pas rose du tout, mais c'est aussi justement, voilà, là-dedans, comment est-ce qu'on dessine un futur possible, et donc comment est-ce qu'on s'embarque collectivement. Et puis ça conduit donc à la porte praxis, qui est la question de l'action, des acteurs, des échelles de l'action. Et enfin, dynamis, qui rejoint bien cette idée d'intelligence du cœur, la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi. Et là, ça rebondit encore avec ce que disait Philippe. Là, il me semble que ça, passer par ces 6 portes nous montre bien que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous, des portes d'entrée privilégiées qui sont différentes
Et que l'enjeu, c'est précisément de sortir de nos œillères. Et parfois, on peut être embarqué dans nos vies professionnelles d'une manière qui ne nous aide pas à regarder plus large. Et moi, je pense à des enquêtes que j'ai faites pendant des années au Nigeria, discussions avec des cadres pétroliers ou du monde de la finance au Nigeria. Voilà, et des gens dont je me disais, c'est un peu le syndrome du bon élève, c'est-à-dire qu'on a on a fait des très bonnes études, on est entré dans une très bonne école d'ingénieur, on sort dans un grand groupe, et passionné par le métier au sens technique, et avec parfois une énorme difficulté à sortir de cette vision un peu monomaniaque sous un angle souvent très technique. Et donc l'enjeu du lien entre économie et cœur, c'est précisément de nous aider à voir les choses un peu différemment. Et c'est là que je trouve que ces 6 portes peuvent vraiment bien fonctionner pour nous aider à réaliser comment parfois notre vision, elle est trop étroite. Vous voulez réagir ? Oui, d'abord parce que sur le syndrome du bon élève, je voulais dire, alors, la finance n'était pas mon truc de cœur, en fait. En fait, moi, j'étais passionné par l'histoire et la politique, en fait, quand j'étais plus jeune. Bon. Et effectivement, en manque de peau, j'étais très bon en maths. Et donc effectivement, le syndrome du bon élève, je comprends complètement. Après, je me dis qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans ce qu'on appelle le développement durable, la finance durable, etc., ont exactement le même syndrome du bon élève aujourd'hui, sauf que ça les amène à un endroit différent. Donc il ne faut pas, c'est pas parce qu'on fait de la finance durable aujourd'hui qu'on a plus de cœur que celui qui faisait de la finance classique, je pense, il y a 20 ans. Voilà, le contexte a complètement évolué. Et puis, bon, j'ai pas lu le livre, mais bon, ces portes me font me font penser aux sphirotes kabbalistiques. Est-ce qu'il y a un lien avec la Kabbale dans votre vision ? Merci Philippe d'avoir une question que on n'avait pas prévue, mais qui nous plaît beaucoup. Petite réaction, Cécile, et si je peux me permettre là-dessus, et si je peux me permettre de vous poser aussi une question à vous, Cécile, et j'aimerais vous entendre, Philippe, aussi, c'est dans votre livre, alors c'est pas dans Manuel de la grande transition, c'est dans l'entreprise au défi climat, que j'ai lu aussi. Vous dites quelque chose qui m'a beaucoup touchée, dans lequel je crois beaucoup, c'est qu'au fond, notre capacité à changer notre existence et nos modes de vie est liée à notre proximité avec ce que vous appelez la fragilité sociale. J'aimerais que vous nous en disiez un mot également. Oui, peut-être c'est cette capacité à se laisser toucher et en fait à reconnaître qu'aucun de nous n'est tout puissant. Et ça rejoint la question des limites. Alors, je serais ravie qu'on prolonge la discussion sur le lien avec la Kabbale, mais justement, alors, moi, du peu que je connais, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué depuis 30 ans, depuis que je l'ai découvert, c'est l'idée du Tzimtzum, mais Philippe doit être beaucoup plus calé que moi là-dessus, cette idée que Dieu crée en se retirant. Et cette idée, finalement, que nous sommes appelés à prendre soin de la planète un peu à l'image d'un Dieu qui d'une certaine manière, s'auto-limite pour nous laisser être. Et ça, dans l'encyclique Laudato Si du pape François, il y a cette même idée que finalement, il s'agit pour l'être humain d'être coopérateur de Dieu qui finalement invite à laisser se déployer les potentialités qui sont dans les êtres. Et comment, finalement, c'est aussi l'enjeu de l'économie, c'est comment être au service de cette croissance, pas au sens de la croissance économique du PIB, mais au sens d'un développement de tout l'être et de tous les êtres. Voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil du démarrage de la question. La fragilité sociale. Sur la fragilité sociale. C'est exactement aussi ça. C'est de se dire, le risque, c'est pour chacun d'entre nous de penser, parce que nous avons en plus des moyens d'action supplémentaires, alors Jean Covici parlerait des esclaves énergétiques, par exemple, mais de cette capacité qu'ont nos sociétés, finalement, à se dire on peut maîtriser de plus en plus de choses. Et je crois que c'est Michel Serres qui parlait de la nécessité de la maîtrise de la maîtrise. Voilà, et finalement, l'expérience de la fragilité sociale, l'expérience de cette fragilité dans nos existences ou proches de nous, nous invite aussi à être d'autant plus attentifs à ces moyens d'action que nous avons pour reconnaître qu'au fond, derrière tout ça, il y a cette beauté du monde, c'est aussi sa fragilité. Et le fait que nous sommes interdépendants entre êtres humains et vis-à-vis de la nature, des milieux vivants dans lesquels nous sommes. Et donc, ceux qui sont plus fragiles parmi nous, nous rappellent aussi ce soin. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette philosophie du care à tous les niveaux, ou que ceux qui s'intéressent à la santé parlent du One Health, qui est l'idée de relier le soin des personnes, le soin des animaux, le soin des écosystèmes. Et c'est cette idée, là encore, on revient au rôle de nos modèles économiques là-dedans.
Enfin, c'est tout autre chose que cette idée que, voilà, qu'on a des ressources en quantité infinie qui vont pouvoir être multipliées à l'infini et parfois on se dit mais au service de quoi? Et donc ça nous renvoie finalement à l'essentiel de nos vies. Et de nos Philippe, choix. sur la fragilité sociale, et puis un autre sujet, donc dans votre livre, hein, la finance face aux limites planétaires, donc entretien avec le philosophe Dominique Bourg, chez Actes Sud. Pourquoi la philosophie? Alors j'imagine que le livre s'est peut-être fait après, enfin vous nous direz. Quel est le lien que vous faites entre finance et philosophie? À quoi peuvent-elles se servir réciproquement l'une pour l'autre? Bon, le livre s'est fait parce qu'on voulait faire un échange. Effectivement, on a passé quelques jours ensemble et on a essayé de réfléchir à comment discuter de cette question des limites planétaires. Avec quoi la philosophie n'a-t-elle pas un lien? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que la finance n'ait pas un lien avec la philosophie. Enfin, à partir du moment où ça fait partie des choses qui structurent notre économie, notre vie aujourd'hui, elle a forcément un lien avec une réflexion sur qui on est, qui nous sommes, dans quelle étagère, quoi. Donc, je ne sais pas, ça me paraissait assez évident de vouloir confronter. Le problème, c'est vrai que on est enfermé souvent dans des petits cercles, dans des cercles où là aujourd'hui c'est un peu différent, hein, mais quand même la plupart des endroits dans lesquels je vais parler sont assez pas forcément ennuyeux, mais en tout cas un peu répétitifs, on va dire quand même. Hein. Et donc on s'enferme très très vite dans la technique. Dans le comment, dans les nouvelles réglementations, et c'est vrai que c'est très difficile de prendre du recul par rapport à ça. Bon. Donc c'était une occasion effectivement de faire un pas de côté, de prendre du recul. Et puis après, l'économie et la finance, c'est sur la façon de faire fonctionner la société. La philosophie, c'est sur la façon, c'est une réflexion aussi sur comment on s'intègre, enfin, on prend sa place aussi à l'intérieur de cette société. Donc, je trouvais que c'était intéressant. On a eu un dialogue assez riche, je crois. Très riche, oui. Et bon, après, Dominique est aussi un philosophe qui est très ancré, en fait, hein, très lié au réel, au territoire, aux impacts physiques. Et donc c'était peut-être plus facile pour moi d'entrer en dialogue avec un philosophe comme Dominique. Oui. Oui, il a un propos accessible, même s'il y a beaucoup de profondeur, mais on comprend. C'est un livre qui est d'ailleurs, je pense, qui peut être lu par beaucoup de gens. J'espère, oui. Enfin, très accessible. C'était un peu l'idée. Mais voilà, puis on partait avec, en théorie, deux visions assez différentes, c'est-à-dire une vision un peu philosophique, assez pessimiste, en fait, hein, il faut bien le dire, celle de Dominique, qui est voire catastrophiste dans certains cas, en disant on va dans le mur et on va y aller de toute façon, c'est peut-être derrière le mur qu'on va trouver une solution. Et puis moi, j'arrivais avec plutôt l'idée que, en tout cas, l'idée qu'on me prêtait, qui est de dire la finance est une solution pour trouver une voie vers le développement durable, trouver une finance verte et une économie verte, etc. Et donc on va confronter ces deux visions-là pour voir est-ce que vraiment il y a une solution aujourd'hui dans le système ou est-ce qu'il faut effectivement passer le mur et aller de l'autre côté du système. La réalité, c'est qu'on s'est retrouvé sur beaucoup de choses parce qu'en fait on peut être à l'intérieur du système comme... Enfin, moi, j'aime beaucoup dire qu'il faut que les gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du système discutent et que c'est en créant des ponts entre les deux qu'on pourra effectivement trouver une voie vers la transition. Mais on peut être à l'intérieur du système comme je suis depuis longtemps et travailler sur des concepts et des notions qui sont vraiment très contraintes en fait aujourd'hui par le système, qui sont investir, utiliser les marchés financiers qui ont leur structure, utiliser l'économie qui a ses rigidités aujourd'hui, et en même temps penser que la solution est peut-être dans un dépassement de ça. Donc c'est pas parce voilà, moi je pense que c'est pas parce qu'on agit à l'intérieur du système qu'on n'est pas en capacité de penser que la solution est aussi à l'extérieur, quoi. Ça, c'est très intéressant parce que ça, finalement, c'est une forme de rejet du manichéisme aussi et c'est un accueil de la complexité dont vous parliez au départ. Très clairement, je pense qu'un des problèmes, c'est ce manichéisme, c'est qu'on oppose effectivement
une radicalité qui consiste à dire de toute façon ce système nous a emmenés là où il est, donc il est mauvais, donc il faut le détruire pour en construire un autre. Et puis ceux qui sont à l'intérieur du système, à l'inverse, qui très souvent ne pensent pas. Ils sont, comme le disait Cécile tout à l'heure, enfermés. Alors là, c'est plus le bon élève, mais c'est le bon citoyen ou le bon travailleur, et qui se fait enfermer dans ce système-là et qui se persuade chaque jour que finalement ce qu'il fait n'est pas si mal. Et donc ces deux extrêmes aujourd'hui ont beaucoup de mal à se parler en fait. Et donc du coup, en réalité, cette incapacité de ces deux extrêmes, de ces deux de ces deux positionnements à se parler, en fait, c'est un grand bonheur pour le business as usual, parce que c'est ça qui permet de continuer, de perpétuer en fait le business as usual. C'est important ce sujet, Cécile. Vous, votre regard, comment on fait le lien entre les deux? Est-ce possible? Oui, et c'est d'ailleurs un des défis qu'on se donne au campus. Alors, on avait beaucoup réfléchi à la posture qu'on voulait adopter au départ de notre aventure. Et nous nous sommes dit que nous voulions essayer d'être radicaux, non marginaux. C'est-à-dire prendre les problèmes à la racine et donc être capable de déformater. En fait, c'est quand même ça l'idée. Et notamment, ça rejoint la question des cursus dans les grandes écoles et les universités, etc. Et puis non marginaux, c'est-à-dire avoir raison tout seul dans son coin, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir favoriser des transformations à large échelle. Et donc, il s'agit bien de nous embarquer les uns et les autres. Et alors, très souvent, on me demande comment le campus se positionne, justement, par rapport à ce sujet d'être à l'intérieur ou plus à l'extérieur. Et alors là, moi, j'ai lu avec passion le bouquin d'Eric Olin Wright, qui s'intitule en français « Utopie réelle », quelques années. Et en fait, il réfléchit aux stratégies anticapitalistes, on peut dire, qui permettent d'essayer de sortir d'un capitalisme financiarisé court-termiste pour aller vers des modèles économiques soutenables et plus justes. Et du coup, il distingue, il fait une sorte de typologie en disant il y a 3 stratégies qui sont la stratégie réformiste de l'intérieur du système, une stratégie interstitielle. On joue avec un peu les failles et on essaye de développer des choses, et puis la stratégie en rupture. Et alors, si je prends nous, ce qu'on essaye de faire au campus, c'est de se dire qu'il faut absolument établir du dialogue entre ceux qui se positionnent dans telle ou telle stratégie et sans doute reconnaître que ces stratégies, elles sont complémentaires. Ce n'est pas l'une contre l'autre. Moi, je doute fortement du fait que si on se situe uniquement dans une perspective réformiste, on puisse y arriver. C'est ce que Philippe vient d'évoquer. Et attends, si on est uniquement à l'extérieur, le grand soir, il pose aussi un certain nombre de problèmes. Et on voit bien qu'on a besoin de trouver des trajectoires qui nous permettent de passer de ce que nous vivons aujourd'hui à un autre horizon. Et que là, pour y arriver, il y a sans doute besoin à la fois de la perspective très en rupture ou qui dessine, par exemple, d'autres futurs souhaitables. Et en un sens, nous, ce qu'on essaye de faire dans ce domaine dans lequel nous sommes, de faire image d'une capacité à vivre ensemble de manière très sobre et fraternelle, solidaire, en disant, et c'est convivial. Mais se dire, mais ça, c'est pour permettre à des gens qui nous rejoignent de se dire, en fait, c'est possible de vivre avec moins, d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus réduite. Mais on est bien conscient que pour arriver à ce que ça se déploie à grande échelle, il faut plein d'itinéraires et qu'il y a aussi une capacité à mutualiser les choses quand on est en collectif, capacité que n'ont pas certains autres. Et puis après, il y a la question de l'immense variété des contextes. Et donc évidemment, c'est aussi tout ça, il n'y a pas de solution simple. Donc tout ça pour dire que la nécessité de dialoguer et peut-être d'arrêter de se dire, toi justement, t'es trop radical, pas assez, etc. De se dire à partir du moment où il y a un même souci de transformation, c'est de reconnaître qu'il y a des stratégies rusées à adopter pour pouvoir essayer de transformer l'essai au bon niveau. Et puis on voit bien que là aujourd'hui, vu la donne internationale, la question de la ruse, au bon sens, mais d'essayer de trouver des stratégies qui nous permettent d'être coopératifs et de ne pas être dans l'attitude du suicide collectif, qui est un peu cette alternative que résume très bien le secrétaire général de l'ONU. Ça nous amène à peut-être sortir aussi d'une vue parfois très intransigeante, mais qui n'est pas constructive du tout. Merci. J'aimerais continuer là-dessus, mais la deuxième partie est aussi importante. On l'a intitulée « Dirigeants, dirigeantes, artisans du cœur », point d'interrogation. À votre avis, de quel type de leadership a-t-on besoin pour faire face aux défis actuels ? Est-ce que finalement, le dirigeant, dirigeante philosophe
ou cérébral, intellectuel, est le plus à même de remettre du cœur dans l'économie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un type en soi ou est-ce que c'est une variété de types aussi? Bon. Bien, alors moi, j'aime bien revenir à l'étymologie du mot autorité, qui est auctoritas, donc en latin, et l'idée de rendre les personnes auteurs, autrices de leur existence. Et c'est une façon de dire que l'autorité, elle est supposée, idéalement, s'exercer au service du bien commun. Et que du coup, il me semble que le leadership dont on a besoin aujourd'hui, c'est précisément d'hommes et de femmes qui exercent l'autorité au service du bien commun. Et ça, c'est ce souci-là, cette posture fondamentale qui me semble celle qui permet ensuite de se poser les bonnes questions, justement pour essayer d'apprécier sur la manière dont les trajectoires dans lesquelles se trouvent des gros paquebots que sont des grandes entreprises, enfin grandes ou petites d'ailleurs, et des collectifs quels qu'ils soient. Est-ce que nos manières de faire, d'agir, de nous positionner sont au service de ce bien commun? Et du coup, c'est aussi un leadership. Si l'idée, c'est de rendre les gens auteurs, autrices de leur existence, c'est d'essayer collectivement de se dire, ce n'est pas une personne qui peut être garant de ça. C'est évidemment la question des choix collectifs et qui nous demande de nous poser des bonnes questions sur à la fois ce dont nous avons besoin, ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe déterminé, mais en lien avec d'autres. Et là, évidemment, ça se décline à toutes les échelles, depuis le collectif d'une entreprise donnée jusqu'à celle de sociétés, de territoires, et puis évidemment la question internationale et la question des générations futures. Donc c'est abyssal, mais ça veut bien dire que cette posture de leadership, d'une certaine façon, tous sont appelés à être responsables là où ils ont des marges de manœuvre. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un défi énorme de développer cette capacité à prendre des responsabilités et du coup à ne pas s'y soustraire. Donc être capable aussi potentiellement d'entraîner d'autres. Et puis à la fois, c'est en se disant que c'est soi-même, mais avec énormément d'autres. Merci. Philippe ? Échec et maths ? Oui. Non, je ne sais pas. Sur la posture du dirigeant, encore une fois, je crois que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, quand je regarde un peu les grands patrons, les grands dirigeants d'entreprise que je connais, en fait, il y en a quelques-uns qui sont cyniques, mais ce n'est pas la majorité, quoi. La plupart ne sont pas cyniques. La plupart essayent de faire leur job correctement, quoi, hein. Ils sont arrivés à la direction d'une entreprise, ils sont sous de la gestion sous contrainte en permanence, qui est extrêmement difficile, quoi. Je veux dire, ils ont à prendre des décisions multiples de nature financière, humaine, stratégique, politique des fois. Et donc ils essaient de jongler avec ça. Et en fait, bien sûr, après, pour bien vivre, il faut quand même être relativement satisfait de ce qu'on fait. Enfin, si on est en permanence en train de se dire, en fait, c'est catastrophique, de toute façon, le poids de notre entreprise est terrible. Et en fait, franchement, quand on est dans la finance, moi, je pourrais dire ça. Hein, ce qu'on fait, honnêtement, c'est sympathique, hein, mais les impacts sont extrêmement négatifs. On continue à rendre possible une économie très dévastatrice, etc. Et donc, la plupart des dirigeants d'entreprise essaient de se fabriquer un narratif qui leur convienne, un narratif dans lequel ils se sentent relativement bien, dans lequel ils peuvent vivre sans se faire trop de nœuds au cerveau et de se dire qu'ils sont des grands destructeurs. Et donc, la grande difficulté, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer cette vision, ce narratif, et pas être si enfermé en étant dans l'autosatisfaction, mais en se disant, ok, oui, c'est vrai, ce que je fais n'est pas si mal, mais je pourrais faire encore un petit peu mieux, puis je fais encore un petit peu mieux. Et donc, faire évoluer sa vision, son action. Voilà, moi c'est ça qui me semble être, c'est peut-être une des qualités à avoir, cette qualité d'adaptation et de remise en cause permanente. Voilà.
Et ça, c'est intéressant aussi parce que l'idée d'avoir des narratifs cognitifs qui nous aident à vivre, c'est très étudié en neurosciences, d'ailleurs, sur bon nombre de sujets, pas uniquement la direction d'une entreprise. Et par rapport à ce que vous disiez juste à la fin... Je peux faire une petite allez-y, évidemment. Cette idée de se faire des narratifs ils sont à tous les niveaux, et pas seulement, évidemment, des dirigeants d'entreprise, au niveau des citoyens. Il y a une pression aujourd'hui sur les citoyens pour dire vous êtes des responsables et il faut que vous agissiez, que vous fassiez des choses. Et je pense que ça aboutit quelquefois à y compris à des décisions, à des positionnements qui sont absurdes. Je lisais sur LinkedIn il y a quelques jours un super beau post qui a eu comme d'habitude, des centaines de milliers de likes d'une jeune femme qui est sportive de haut niveau et qui fait du surf. Et donc, elle est sportive de haut niveau, elle fait du surf. Franchement, voilà. Évidemment, pour faire du surf, elle ne reste pas à Marne-la-Vallée, quoi. Hein. Donc, il faut aller, on peut aller à Biarritz, mais enfin, les compétitions internationales, elles sont partout dans le monde. Et donc, il y avait une compétition qui était, je ne sais pas où, à La Réunion, ou dans une île de ce type-là. Et elle écrit un super grand post pour dire « J'ai décidé de ne pas y aller parce que mon empreinte carbone ». Et je dis là, on est en train de tomber dans l'absurdité totale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réflexion profonde sur c'est quoi le sport business aujourd'hui, comment on réussit à le faire évoluer, quel type de modèle on peut avoir pour se confronter à d'autres sportifs, etc., on tombe dans l'autoflagellation personnelle en se disant, ben voilà, le seul narratif que j'ai réussi à construire pour me sentir bien, c'est en fait me faire souffrir et donc arrêter et donc ne plus aller là où je dois être en fait. Moi, je trouve ça particulièrement déprimant personnellement. Je vous laisse rebondir. Et une petite question en plus, comment fait-on pour préserver les gens dans leur narratif qui les aide à vivre, mais tout en petit à petit créant des brèches qui génèrent la transformation à terme? Oui, alors moi je ne suis pas sûre d'avoir la même réaction que Philippe par rapport à cette décision. Alors, d'une part parce que je suis entourée de jeunes qui ont décidé en conscience, pour un certain nombre, de ne plus prendre l'avion, pour des raisons, pour donner l'exemple d'une certaine manière, pour dire, et ils ne sont pas du tout à dire, voilà, alors du coup je donne l'exemple de ce qui m'a été dit une fois par une des jeunes avec lesquelles je vivais il y a quelques années. Un jour, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Cécile, moi j'ai décidé de ne plus jamais prendre l'avion » et elle rajoute « pour que des gens comme toi puissent encore un peu le prendre ». Et après, il se trouve que quelques mois après, ses parents viennent au campus et sa maman, au détour d'une conversation, m'explique que sa fille voulait être pilote de ligne. Et puis qu'en fait, après, elle a fait d'autres choix. Et dit pas. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire que des jeunes aujourd'hui, conscients de la gravité de l'urgence écologique, conscients aussi du poids de l'aviation dans la question de l'accroissement de l'empreinte carbone au niveau global, font ce choix-là, étant très conscients que ce n'est pas un choix qui est imitable par tous, mais c'est pour aider à se poser des bonnes questions sur les choix que nous posons individuellement et collectivement. Et donc peut-être qu'en l'occurrence, pour cette jeune femme, si c'est son métier, etc., ça a du sens qu'elle puisse prendre l'avion pour aller faire du surf. Voilà. Mais moi, je ne m'autoriserai pas à dire que ce choix et qu'elle s'auto-flagelle, parce que peut-être que pour elle, ce choix a beaucoup de sens et qu'il y a aussi une capacité, on pourrait y revenir, avec le souci des frontières planétaires, de ses limites, de se dire peut-être que nous pouvons transposer un certain nombre de choix pour vivre très bien autrement, en intégrant cette question des limites et en le faisant volontairement et joyeusement. Et en tout cas, moi, ceux et celles avec lesquels je vis, dont certains font ces choix-là, et pas tous, et on en discute, vont le faire par souci justement de ces récits collectifs dans lesquels on se dit on peut être capable de faire des choix qui restreignent, on pourrait dire, nos libertés d'un certain point de vue, pour accroître une liberté au niveau plus large. En tout cas, c'est là-dedans qu'ils sont, et pas du tout à se dire je me sacrifie pour la planète de manière extrêmement pénible. Et c'est ça, je pense, le grand narratif à construire, c'est de dire comment est-ce qu'on est capable collectivement de faire des choix qui peuvent être coûteux, mais dans lesquels il y a un horizon derrière, qui est un horizon extrêmement positif et qui nous embarque collectivement. Voilà. Et donc, et ensuite, il me semble que nous ne sommes pas tous appelés à la même chose et que là-dedans,
Il y a des gens, alors ça rejoint un peu l'étude de Carbone 4, d'ailleurs, pour se dire faire sa part, là, où ils essayent de regarder voilà, quel va être le poids des changements individuels par rapport aux changements globaux. Et il disait, selon le caractère plus ou moins héroïque des comportements des citoyens, ça sera entre 25 et 40% de la transformation globale qui va venir justement des individus. Et là, il me semble que on le voit bien, on est les uns et les autres plus ou moins radicaux sur tel ou tel aspect de nos existences. Et il y en a pour lesquels ça va être sur le fait de se passer de viande, d'autres sur la mobilité, voilà, d'autres choix de consommation. Et que là, ça rejoint un peu cette idée des portes. C'est que finalement, on peut se laisser peut-être interpeller, et ça rejoint à la question de la critique, de l'autocritique, de ne pas être juste dans le narratif qu'on s'est construit, qui nous rassure, d'une certaine façon, cette capacité à se laisser interpeller par d'autres, et puis de se dire, voilà, et moi, dans mon existence, telle que je suis, qu'est-ce qu'il me semble être ajusté ? Et ça, au fond, pour moi, le leadership, c'est aussi ça. C'est de se dire, cette capacité à pouvoir... il y a cette question de l'exemplarité. Alors, aussi, ça ne veut pas dire on n'est jamais cette manière aussi de ce monde dans lequel on met en vedette certaines personnes, et puis évidemment après c'est la chute parce qu'on a tellement idéalisé les uns ou les autres que voilà, en fait personne n'est à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Ça c'est une chose, mais en revanche de se laisser inspirer par des choix des uns et des autres autour de nous, et je pense que pour nous tous, c'est la réalité, c'est qu'il y a des gens qui nous disent tiens, il y a des trucs, bravo, chapeau, et finalement ça me donne l'idée que c'est possible. Et ça, je pense que ça vaut la peine. Et que dans le monde aussi des dirigeants, ça vaut la peine que certains, justement, comme Philippe essaye de le faire avec d'autres, essayent de un peu être des précurseurs et d'ouvrir une voie et sans être donneurs de leçons, mais en même temps en essayant de nous mettre face quand même à la réalité qui est très sombre et qui nous accule quand même à des changements assez radicaux dans nos existences. Quand je vous entends, j'entends que la joie demeure de Giono. Je ne sais pas, ça m'inspire fortement. Philippe, et ensuite j'aimerais vous poser une question sur l'intelligence du cœur à nouveau. Non mais on pourrait discuter de ce point-là. Mais juste quand même pour pas qu'on me comprenne mal, je ne suis pas critique contre cette jeune femme. Je trouve que ce qu'elle fait, si elle pense que c'est la bonne décision, qu'elle le fasse, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que si on enferme les gens et qu'on les force aujourd'hui par une certaine pression en quelque sorte, à prendre ce genre de décision-là. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne voie. Encore une fois, Carbone 4 dit bien que c'est entre 20 et 40%. Le sujet, il est systémique. Le sujet, il est de transformer en fait le système, et sur le sport comme sur d'autres sujets. Et donc, il y a effectivement une partie de renoncement personnel et de décision personnelle. Mais moi, j'ai du mal à... Je pense que le renoncement personnel sans avoir l'impression qu'on change le système me paraît être une solution de court terme qui aboutit à des frustrations telles à un moment donné qu'elles amènent aussi dans le mur. Et donc je crois plus à ceux qui rentrent dans l'action et qui effectivement peuvent faire des renoncements à côté, mais qui s'engagent en même temps dans la transformation de ce système. D'ailleurs, pardon, allez-y. Voilà, mais c'était simplement ça. Ouais. Ça fait écho à un constat commun que vous faites avec Dominique Bourg, c'est que la catastrophe est inévitable, mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous empêcher d'agir. Oui, moi après, je veux dire, j'ai une vision de toute façon complètement tragique de l'existence, donc je veux dire, j'ai pas de problème à voir la catastrophe. De toute façon, elle est là. À la fin, ça se termine pas très bien, quoi. Donc, comme je suis pas moi croyant et que j'ai pas de foi particulière, je n'ai pas de... voilà, le fait qu'à un moment donné, on arrive à une catastrophe, bon, en soi, n'est pas ça qui me pose particulièrement problème. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est effectivement que ça pousse à agir, en fait. Moi, ce qui me fait courir, c'est courir, en fait. Hein. Je cherche pas à changer le monde parce que je ne pense pas qu'il y a un monde meilleur, potentiel, une vision du monde à laquelle je veux arriver et que la vision aujourd'hui n'est pas bonne et que je peux aller d'un point A à un point B et que mon action permet de changer le monde. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense que, et y compris d'ailleurs même toutes les rhétoriques consistant à dire qu'on fait ça pour les générations futures, moi, me touchent pas. Je dis pas qu'elles sont pas voilà, qu'elles sont pas bonnes. Hein, chacun. Moi, elles me touchent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont là aujourd'hui. Et y compris nos enfants et nos
petits-enfants, mais ils sont là. Hein. Ce n'est pas les générations futures de façon un peu théorique et se dire c'est quoi sauver l'humanité demain. C'est pas ça qui me fait agir, moi, personnellement. Voilà. C'est plutôt le côté, de toute façon, on est on doit vivre, on doit agir, et donc la question c'est plus sur le comment. Voilà, et comment on le fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui fait que ça peut nous rendre. Et c'est pour ça que les narratifs sont importants et que le narratif qu'on se donne est essentiel. En fait, au bout du bout, c'est ça. C'est est-ce que je suis content avec le narratif de ma vie, avec la façon dont je l'amène, en fait. C'est plus comme ça que je vois les choses. Merci pour votre authenticité. Cécile, d'ailleurs pour les deux, avant de passer au petit questionnaire de Proust et de prendre des questions, parce que je pense que la salle a toujours des questions, de nombreuses questions. Sur l'intelligence du cœur, on l'a définie généralement constituée de 3 ingrédients, l'empathie, l'intuition, le courage. Est-ce que l'un d'entre eux vous inspire plus au quotidien? Est-ce que vous tentez de le mettre en œuvre ou le mettez en œuvre? Et puis une deuxième question qui est: quel conseil, si vous le souhaitez, donneriez-vous à des personnes qui veulent s'engager justement pour ces transitions? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire en premier? Lecture, on en a beaucoup parlé, action, collective, quelque chose d'assez concret, parce qu'on est aussi souvent en demande de concret. Cécile, peut-être. Oui, empathie, intuition, courage, parce qu'on peut essayer de développer ça. Je dirais c'est aussi cette capacité à rebondir et à se dire que les échecs font partie de l'existence, ou les crises, et que du coup, voilà, comment en faire des leviers pour continuer, voilà, avec d'autres, apprendre de tout ça. Et moi, ce qui me vient comme peut-être outil concret, c'est cette approche des 3 horizons que j'ai découverte quand j'étais au Schumacher College, qui est cette institution, petite institution créée par Satish Kumar, qui est un Indien, dont plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français ces dernières années, et donc qui a fondé une institution qui était d'abord des formations qui sont devenues diplômantes, puisqu'il y a maintenant des masters liés à l'université de Plymouth, donc c'est dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre. Et dans le cadre de ces formations, il y a souvent l'approche des 3 horizons de Bill Sharp, qui était l'ancien patron de la recherche de HP, qui est mise en avant. Comme, justement, il me semble que ça rejoint exactement ce qu'on vient d'évoquer, cette capacité à être à la fois ancré dans l'aujourd'hui, le moment présent, ici et maintenant, avec les contraintes. Et ça, c'est ce que Bill Sharp appelle l'horizon 1. Puis cette capacité à se dire, ben voilà, quel est l'horizon 3 ? Ce vers quoi alors, je souhaite aller avec mon entreprise, avec mon collectif, ou comment, dans notre société, voilà. Quel est cet horizon qu'on dessine? Alors, il y a évidemment une discussion à avoir sur la manière dont on décrit cet horizon. Est-ce que c'est justement l'horizon probable au sens des rapports du GIEC? Et là, ce qui est intéressant, et là je reprends quand même sur cette question de la catastrophe, ce que disent des climatologues comme Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou et autres, c'est qu'il y a catastrophe et catastrophe. C'est-à-dire que nous disent, en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de grappiller 1/10 de degré, etc., vis-à-vis de l'augmentation de la température, là, tout ça fait que ça fait des désastres en moins. Donc ça veut bien dire que nos actions, elles comptent énormément. Donc, mais il y a cette idée de se dire, bon, futur probable, et il est effectivement, de toute façon quand même dramatique. Mais là-dedans, est-ce qu'on peut décrire un futur souhaitable? Et j'aime bien dire entre les deux, il y a justement cette idée du futur possible. C'est-à-dire quelles sont les marges de manœuvre qu'on se donne collectivement pour faire en sorte d'essayer de se donner un horizon, donc un H3. Et ce que dit Bill Sharp, c'est qu'à chaque horizon correspond une posture. Alors la posture, il dit du H1, c'est le manager, celui qui scoltine justement les contraintes du quotidien. Le H3, c'est la posture du visionnaire, celui qui essaye de nous embarquer vers faire cet horizon possible. Et puis le H2, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, je pense, quand on est en situation d'élaborer des stratégies, de se dire comment est-ce qu'on va passer du H1 au H3, avec un discernement permanent qui est de se demander si les mesures H2 qu'on envisage sont ce qu'il appelle du H2+, ou du H2-, c'est-à-dire quelque chose qui est réellement transformatif, ou du greenwashing. Et donc, une interrogation collective à avoir pour se dire, les mesures là que j'adopte, est-ce qu'au fond, on me dit, c'est cette rhétorique, entre guillemets, bien pensante qui va consister à dire, oui, je fais telle ou telle chose, parce que de toute façon, c'est le marché, c'est le discours ambiant, ou derrière ça, il y a au fond, vraiment, qu'est-ce qui est plus décisif ?
Et c'est ça, je trouve, qui est aussi vraiment intéressant, que ce soit pour le monde de la finance aujourd'hui ou pas, c'est d'essayer de se poser la question de savoir si la question de l'impact, etc., la manière dont c'est pris, est-ce qu'en fait c'est du H2+ ou du H2-? Et ça, cette discussion, elle doit avoir lieu à l'intérieur du monde de la finance, mais aiguillonnée, justement, ça rejoint le dedans-dehors, par ceux et celles qui se trouvent plus à l'extérieur et qui vont pouvoir sans doute éclairer ces choix un peu différemment. Et du coup, la posture du H2, il dit, c'est celle finalement de l'entrepreneur, celui du stratège. Et donc, je trouve aussi que c'est intéressant de se dire, dans des collectifs, on a des gens, nous on avait fait l'exercice avec le conseil d'administration du campus. J'avais présenté le H3, puis les uns et les autres se sont dit, mais au fond, moi, est-ce que je suis plus H1, H3, H2 ? Et c'était très intéressant de voir que les 3 sensibilités étaient représentées. Et sans doute, ça donne aussi, en termes de leadership, des accents un peu différents. Et donc, il me semble qu'il y a aussi la capacité à être complété, quand on sait qu'on est plus dans telle ou telle posture, par les 2 autres. Et en même temps, de naviguer là aussi avec de l'un à l'autre. Merci beaucoup. Philippe, courage, empathie, intuition. Et le conseil aux dirigeants aussi, dirigeantes, si vous en avez. Je pense que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le courage, clairement. Enfin, moi, je pense que la capacité d'empathie, elle existe, elle est plus ou moins, disons, normalement représentée dans la population des dirigeants. L'intuition, ceux qui réussissent, quelquefois en ont à un moment ou à un autre, c'est pas permanent. Une intuition, c'est quelque chose qui arrive à un moment ou à un autre. C'est plus des éclairs qu'une qualité qui... ce qui manque le plus, c'est le courage. Je trouve dans l'ensemble, globalement, les dirigeants très peu courageux. Et très peu courageux je dirais, parce qu'ils sont très conformistes, en fait. Voilà. Enfin, il y a un conformisme, une capacité, une obligation à se maintenir dans un système, de dire des choses, de procéder par petits ajustements, et donc le courage, y compris de ses opinions aussi. Je veux dire, il y a quand même, quand on voit la faible capacité des dirigeants à s'exprimer, et y compris à se dire qu'ils ont le droit de s'exprimer. Moi, il se trouve que moi, je parle plutôt beaucoup, un peu partout, sur les réseaux sociaux, ailleurs, etc. Mais regardez la parole des dirigeants aujourd'hui. Elle est d'une faiblesse incroyable. Et pourtant, c'est quand même des gens qui pensent, quand même. Je ne peux pas imaginer le contraire. Mais quand ils prennent leur costume et leur cape de dirigeant, ils se remettent dans ce conformisme. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils disent peut être retenu contre eux. Et donc ils se murent dans le silence. On le voit sur la finance durable, c'est assez étonnant. Hein. On est passé du greenwashing au greenhushing, c'est-à-dire que les gens ne disent plus, les dirigeants ne disent plus même ce qu'ils font de bien. Parce qu'ils se disent, si je dis ce que je fais de bien, je vais me retrouver avec un backlash, avec des gens qui vont me dire mais non, mais c'est pas suffisant, tu devrais faire encore plus. Et donc, effectivement, ce silence, cette absence de courage est probablement ce qui nous pénalise de plus aujourd'hui pour avancer. Et du coup, un conseil Un conseil. Un outil un outil, un conseil, je sais pas, oui. Je pense qu'il faut trouver la voie de cette expression, qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas forcément envie, effectivement, de faire des posts LinkedIn en disant « je pense ceci ou cela ». Mais oui, trouver les voies de s'exprimer et sans doute de sortir un petit peu de son cadre pour s'exprimer, peut-être. C'est ça, parce que quand on reste un peu trop dans son cadre, d'où effectivement le dialogue avec un philosophe ou ce genre de choses-là, ça permet, ou d'autres choses, ou le roman, ou peu importe en fait, mais faire un pas de côté qui va permettre de s'exprimer, toujours en tant que dirigeant, parce qu'on est toujours la même personne, mais en s'extrayant de cette boîte dans laquelle on se trouve enfermé. Je ne peux que souscrire à la force de la littérature pour révéler énormément de sujets. Ça, on est d'accord. Alors, je vais sortir moi-même un peu du cadre et je vous propose quand même de prendre 5 minutes de plus que l'horaire prévu parce que j'imagine qu'il y aura des questions et je suis sûre que vous seriez très frustrés qu'on n'en ait pas. Mais je voudrais terminer avec notre petit exercice du tac au tac au cœur des livres. Alors, le meilleur livre d'ailleurs que vous conseilleriez pour faire découvrir à un dirigeant ou leader l'intelligence du cœur, du tac au tac, qu'est-ce qui vous vient ? Là, lisez Comment ça va pas de Delphine Orwiller. Là.
qui vient de sortir, effectivement, chez Grasset. Moi, j'en ai deux qui me venaient. C'est de Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement, et puis Laudato aussi, du pape François. Merci. Quelques questions du fameux questionnaire de Proust, mais pas toutes, hein, sinon ce serait très long. Ce que vous détestez par-dessus tout? L'ennui. L'étroitesse d'esprit. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Moi, quand j'étais ado, jeune, j'ai toujours considéré que la force et la beauté étaient largement préférables à l'intelligence. Cécile? Et moi, être musicienne, je crois. Jouer très bien du piano. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Les fautes d'orthographe. Je crois que la témérité. Et votre devise, si vous en avez une? Alors moi, c'est simple, le dégagement joyeux, qui est la formule utilisée par la fondatrice de la congrégation à laquelle j'appartiens, et qui est une belle manière de se dire dégager, pas se désengager, mais se dégager, se laisser dégager, et pour s'engager joyeusement. Voilà. Je sais pas, il faudrait que j'invente, ça sera très trop... Ce serait peut-être trop fermé, justement, d'en avoir qu'une. Est-ce qu'on a une ou deux questions dans la salle ou en ligne? Allez, on peut en prendre une ou deux maximum. André Coupé. Est-ce que derrière la notion de leader, on n'oublie pas justement le système de valeurs du leader? Philippe, vous m'avez beaucoup intrigué en disant le gars qui est dans le financement vert ne vaut guère mieux que le gars qui est dans la finance traditionnelle. En fait, c'est que les valeurs du financier traditionnel vont être des valeurs négatives, la cupidité, l'avidité, etc. Alors que normalement, on s'attendrait à ce que celui qui soit dans les valeurs vertes va parler de solidarité avec les générations futures, il va parler du courage, qui est une valeur par définition, étymologiquement, c'est le cœur et l'intellect, l'empathie, l'ouverture à l'autre. Le problème, c'est que les valeurs, on les oublie avec le temps. À 19 ans, à l'école, on manifeste pour X ou Y cause fantastique, et très vite, avec le business as usual, on se moque des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème là, sur l'oubli des valeurs? Alors, je ne sais pas. Il y a une chose sur laquelle je pourrais peut-être être d'accord et rejoindre cette idée, c'est que très souvent, on déconnecte sa vie professionnelle de ce qu'on pense réellement. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'ai défendu des choses, des valeurs sociales, j'étais actif politiquement, etc., à côté de ma vie professionnelle. Et quand j'allais au bureau, je faisais ce que j'avais à faire. Et je faisais la finance très traditionnelle. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir une espèce de dissonance un peu cognitive entre ce qu'on pense vraiment, ses vraies valeurs, et la façon dont on les utilise dans la vie courante, et notamment dans la vie professionnelle. Après, encore une fois, ce que je disais, moi j'ai fait la moitié de ma carrière dans la finance classique et la moitié de ma carrière dans la finance verte. J'étais pas plus cupide en 1995 que je l'étais en 2010. Enfin, je ne crois pas. Je pense qu'à l'intérieur même de ces systèmes qui effectivement sont extrêmement contestables, extrêmement détestables quelquefois. Enfin, dans la salle de marché, effectivement, il y a des comportements qui sont quelquefois assez horribles. Je ne sais pas si en se remettant au niveau de l'individu, je pense qu'on peut avoir les mêmes conclusions. Voilà, je ne suis pas convaincu. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la capacité effectivement à réfléchir et à faire le passage de l'un à l'autre. C'est comment est-ce qu'on fait la bascule, comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit, OK, est-ce que je peux mettre en adéquation ce que je pense et ce que je fais. Voilà. Ça, c'est plus les moments difficiles. Oui, et moi je dirais qu'il y a vraiment cette question du lien entre nos responsabilités individuelles et nos responsabilités collectives. Et du coup, là, quand on prend la question écologique, elle nous accule à nous dire, mais en fait, ce que nous avons collectivement construit, les institutions auxquelles nous participons, sont des institutions qui sont
qui font qu'ensuite les choix individuels ne peuvent pas être à la hauteur des enjeux. Et donc, la question du courage, c'est ce courage de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va particulariser et individualiser ces responsabilités collectives et se dire, c'est pas la même chose. Et là, je reprends à la fois les réflexions de Iris Young, la philosophe politique qui avait beaucoup travaillé sur les sweatshops, et puis Matthias Nebel, qui est un théologien, mais dont on peut lire les analyses sous l'angle philosophique sur la question du mal structurel, de nos complicités avec ces injustices structurelles, et Matthias Nebel distingue une responsabilité par omission, une responsabilité par collusion et une responsabilité par instigation. Et c'est se dire, quand on est chef d'entreprise, on a une capacité plus forte que d'autres à influer sur un certain nombre de choses. Et après, effectivement, les chefs d'entreprise sont aussi tributaires de la finance globale, etc., et de contraintes. Mais ça rejoint la question qu'évoquait Philippe du courage, d'avoir une voix et de pouvoir dire, mais oui, moi, là où je suis, j'ai des responsabilités, voilà, je peux essayer de changer des choses parce que j'ai des marges de manœuvre, mais je suis aussi tributaire d'un système qui doit changer. Et ça, c'est toute la question de la responsabilité politique du dirigeant et qui est liée à cette capacité à dire, mais oui, les gens qui sont en situation d'instigation ou de responsabilité comme leader, voilà, ils ont sans doute, d'un point de vue éthique, d'autant plus de capacité à faire bouger les choses. Et donc, voilà, et c'est pas dire, ensuite, individuellement, les gens, on est d'accord, ils font ce qu'ils peuvent dans un univers à la fois contraint. Et on ne peut pas attendre de certaines personnes des choses en fait, qu'elles ne sont pas capables de donner. En revanche, la question pour chacun de nous, c'est de dire comment, parfois je me dis que je ne peux pas faire grand-chose, et qu'en fait, souvent, ce n'est pas vrai. C'est qu'on a souvent plus de marge de manœuvre qu'on veut bien le dire. Et là, ça rejoint pour moi la question du collectif et de ses responsabilités collectives. Et donc du coup, voilà, les acteurs économiques doivent pouvoir avoir une parole. Et ça, cette responsabilité politique, c'est à rebours du lobbying pour des intérêts plus privés à court terme, c'est-à-dire quel plaidoyer pour dire, mais moi je me souviens sur la question des prix de transfert, sur lesquels j'avais pas mal travaillé pendant ma thèse, aidée par des amis qui bossaient dans des grands groupes et qui me disaient « mais moi, je suis directeur financier de telle ou telle filiale pays du Sud et en fait, j'estime que ce que je fais qui est légal est dommageable pour la planète, pour les gens des pays dans lesquels nous nous trouvons ». Et du coup, j'avais été voir à l'OCDE et puis dans des cabinets d'avocats d'affaires des gens. Alors, au cabinet d'avocats d'affaires, on me dit, voilà, 60% du chiffre d'affaires du cabinet, c'est du conseil en optimisation fiscale. Et donc, la personne m'avait dit avec pas mal d'humour, évidemment, on n'a aucun intérêt à faire du plaidoyer pour changer ça. Voilà, et pour moi, le dirigeant courageux, c'est qui va dire, en fait, je fais ça, et de l'optimisation fiscale, les grands groupes en font tous, mais se dire, en fait, si on veut changer les choses au bon niveau, c'est qu'il faut changer des règles du jeu. Et donc, cette capacité que peuvent avoir des dirigeants à dire, mais oui, là, je fais les choses parce que je peux guère faire autrement, mais en fait, je vais reconnaître que ça ne convient pas, et que du coup, je peux sans doute avoir une voix pour dire qu'il y a des choses qui doivent changer au niveau des réglementations, et de s'interroger sur ce qui fait vraiment la différence. Pour moi, c'est ça qui permet de se dire, oui, là où je suis, avec les marges de manœuvre que j'ai ou que je peux me donner, voilà comment je vais contribuer. Et c'est autre chose que se dire que, voilà, que tout le monde est également à titre individuel responsable des choses. Mais ça, c'est bien faire son job, en fait. Enfin, moi, les sujets de valeur, je les trouve très intéressants, mais des fois, elles me font un peu peur, quoi. Je veux dire, très franchement, le problème, c'est que si on discute de la bonne façon de faire mon métier, effectivement, celle qui aussi aboutit à quelque chose de plus efficace aussi à moyen terme. Parce que le problématique quand même de tout ça, aujourd'hui, du monde économique, si on se dit il est horrible, etc., mais il nous amène dans le mur. D'un point de vue purement d'efficacité, il est mauvais. On peut, sans parler forcément de grands mots de valeur. Sur les valeurs, on se fait quelquefois, moi je me fais trop souvent attaquer sur ces questions de valeurs par des observateurs, des gens ou par mes interactions sur les réseaux sociaux, et ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que quand on fait un post pour décrire ce qu'on fait dans notre fondation Mirova aujourd'hui, où on donne de l'argent à d'autres, et que effectivement il y a un journaliste qui a pignon sur rue qui écrit en commentaire
vous êtes des horribles personnages, vous investissez dans Danone, vous avez du sang sur les mains, et donc votre fondation ne sert à rien. Vous voyez, on a des gens qui, en s'appuyant sur soi-disant des valeurs, vont aboutir à des comportements qui, moi, me paraissent absolument catastrophiques. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même à la fin, et moi je le dis, voilà, quand on est dans nos métiers, dans la finance, il faut faire le lien, il faut parler avec d'autres, il faut intégrer effectivement des visions différentes. À la fin, il ne faut quand même pas oublier quand même qu'on fait un job, quoi, qu'on fait un métier, et que ce qu'on fait tous les jours, c'est essayer de le faire bien, quoi. Voilà, ça c'est quand même quelque chose on n'est pas là, on n'est pas tous dans des ONG et c'est comme ça, quoi, je veux dire. Il faut accepter aussi cette réalité quand on est dirigeant et quand on est dans le monde professionnel. Je pense que être confronté à cette réalité-là, si on l'oublie, on n'arrive pas non plus à être très efficace. Mais sans être dans des ONG, vous avez montré l'un et l'autre, l'une et l'autre, qu'on peut agir. Je pense que le temps, malheureusement, et je sais à quel point nous aimerions rester tous ensemble, va nous contraindre. Et donc, on va devoir effectivement clôturer cette discussion. Merci de tout cœur pour votre authenticité, pour cet échange. Petite annonce très rapide, il reste quelques places pour la promotion 4 du Cœur aux Actes, le parcours de transformation de la Hard Leadership University qui démarre en juin. Et le 12 juin, la HLU organise également un événement sur le thème « L'intelligence du cœur fera-t-elle la différence à l'ère de l'intelligence artificielle ?» Vaste sujet également. Merci et je garde la joie qui, j'espère, va vous inonder, va vous inspirer pour cette semaine et cette journée. Et dernier quand même rappel, très important, les livres « La finance face aux limites planétaires », Philippe Zawati en dialogue avec Dominique Bourg, philosophe aux éditions Actes Sud, et le collectif Forte dont fait partie et dirige Cécile. Vous avez co-dirigé ce livre, le manuel de la grande transition, aux éditions Les Liens qui libèrent. Précipitez-vous, ce sont de très bons livres. Merci infiniment à tous les deux. Merci.